Bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu la méthodologie, une compétence que vous devez utiliser dans de nombreux exercices et pas seulement en français, qui est de savoir résumer, savoir synthétiser. Et donc dans cette première vidéo, on abordera essentiellement la question de savoir hiérarchiser les idées, c'est-à-dire savoir ce qui est important, ce qui est essentiel et ce qui l'est moins, et donc pouvoir faire des résumés de différentes longueurs notamment. Alors, dans quelle situation utilise-t-on cette compétence? Tout d'abord, évidemment, pour la contraction de texte. La contraction de texte est un exercice proposé aux séries technologiques qui consiste à réduire au quart un texte de 1000 mots environ, en gardant le système d'énonciation, c'est-à-dire que si le texte est écrit à la première personne, on écrit à la première personne, s'il est écrit à la troisième personne. On trouve ce type d'exercice ou bien des synthèses, qui sont un petit peu différentes, qui sont sur des dossiers plus longs, dans de nombreux concours du supérieur. Donc, même si vous n'allez pas en technologique, c'est toujours intéressant de s'entraîner sur ce type d'exercice. Vous aurez besoin de savoir résumer, par exemple, pour l'introduction d'une lecture linéaire, puisque votre lecture linéaire comporte une introduction avec une présentation de l'œuvre, et notamment pour l'œuvre au programme, il faut être capable de résumer rapidement le contenu de cette œuvre. C'est également le cas pour la dissertation sur programme et c'est un avantage d'avoir un programme puisque finalement avec 4 œuvres au programme, c'est assez simple d'apprendre par cœur un résumé de chacune de ces œuvres qui peut vous resservir soit à l'oral pour une lecture linéaire, soit en dissertation à l'écrit. C'est aussi utile pour les exemples dans la dissertation ou l'essai. Donc, que ce soit sur un travail en technologie qui est un essai qui est moins littéraire, mais qui demande malgré tout de s'appuyer sur des exemples d'œuvres étudiées dans l'année, ou la dissertation, quand vous avancez une idée, il faut ensuite l'illustrer avec l'œuvre au programme ou une autre œuvre, et dans ce cas-là, il va falloir évidemment résumer, mais résumer le bon passage de l'œuvre. Donc, il va falloir orienter son résumé pour qu'il illustre l'idée que vous développez. Évidemment, pour faire une fiche de lecture qui peut vous être utile pour la deuxième partie de l'oral avec l'entretien où vous devez présenter l'œuvre que vous avez choisie et ensuite expliquer les raisons de votre choix. Tout travail de recherche demande de faire un résumé de ce qu'on a vu. Et je vous rappelle que vous avez un grand oral en terminale qui vous demande de présenter justement un travail de recherche. Et puis, chaque fois que vous répondez finalement à une question, vous allez choisir des éléments dans le document à disposition pour, pour répondre. Et donc, ça va être une sorte de résumé, mais orienté vers la réponse à la question. Donc, vous voyez que savoir résumer, c'est-à-dire rechercher l'information, sélectionner l'information et la reformuler, c'est une compétence que vous utilisez dans beaucoup, beaucoup de situations scolaires. Les compétences en jeu, justement. Tout d'abord, la compréhension locale et globale. Locale, ça veut dire qu'évidemment, il faut comprendre le vocabulaire et les phrases. Et puis plus global, donc comprendre le sens global, la visée du texte, le déroulement, la construction, etc. Il va falloir sélectionner des idées, donc hiérarchiser, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, distinguer l'essentiel et l'accessoire. Et enfin, reformuler. Et là, il s'agit d'une compétence d'expression qui demande cette fois de maîtriser le vocabulaire, mais en production et non pas en réception. C'est-à-dire que on peut parfois, c'est particulièrement vrai en langue, hein, comprendre des mots quand on les voit, mais parfois c'est plus difficile de les retrouver pour écrire notre pensée, pour transcrire notre pensée. Donc c'est deux utilisations finalement du vocabulaire, mais qui sont un petit peu différentes en réception quand on lit et en production quand on écrit. Alors,
Évidemment, avant de résumer, il faut avoir compris, et notamment au niveau local, parce qu'au niveau global, la technique du résumé peut finalement vous aider à mieux comprendre. En faisant l'effort de résumer, peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre. Mais au niveau local, il faut évidemment comprendre le vocabulaire en contexte. En contexte, vous savez qu'un mot est souvent polysémique et que il faut bien choisir le sens, le bon sens dans le contexte donné. Pour cela, vous pouvez vous faire des fiches de vocabulaire, des flashcards, évidemment être attentif au vocabulaire abstrait, souvent celui qui vous pose problème, technique, etc. Donc, quand vous rencontrez du vocabulaire, je pense par exemple au verbe, j'ai dû le dire je ne sais pas combien de fois dans l'année, souffrir, qui, dans un registre assez soutenu et littéraire, veut très souvent dire supporter. Si vous ne choisissez pas ce sens dans un texte donné, alors que c'est ce sens-là qu'il faut choisir, vous allez faire un contresens. Donc vous pouvez très bien vous faire des flashcards, c'est-à-dire une- au recto vous mettez le mot et au verso vous mettez le sens, et éventuellement plusieurs sens, puisqu'un mot peut être polysémique. En mettant le contexte, par exemple au XVIIe siècle, très souvent souffrir, mais même jusqu'au XIXe siècle, veut dire supporter. Donc ça peut être une façon de réviser ensuite son vocabulaire. Il y a des sites qui permettent de le faire pour ceux qui aiment bien travailler sur écran, mais on peut le faire aussi avec des cartes, hein. Il y a aussi des jeux qui existent, mais l'avantage de faire vos propres flashcards, c'est que vous allez travailler le vocabulaire que vous utilisez en classe. Pour comprendre le sens d'une phrase, il faut évidemment avoir compris le vocabulaire, mais aussi sa construction et le lien entre les propositions subordonnées, les propositions indépendantes, etc. Les liens circonstanciels, notamment hein, les liens logiques entre les différentes propositions, chose qu'on a travaillé en grammaire et qu'on révisera dans les prochaines semaines. Et donc, si vraiment vous êtes perdu dans une phrase, il faut à tout prix que vous en fassiez la construction et que notamment vous cherchiez le sujet. Alors, s'il y a plusieurs propositions, on va d'abord chercher la principale, chercher le sujet, celui qui fait l'action, le verbe qui donne l'action et l'objet sur lequel porte l'action. Et il faut vraiment faire ce travail-là sur des phrases très longues et si vous vous sentez un petit peu perdu. Et là encore, il n'y a que l'entraînement qui permet de progresser. Si vous vous entraînez une fois de temps en temps, ça ne va pas suffire. Donc lisez, relisez vos textes, lisez-les à voix haute également, puisque c'est un bon entraînement pour l'oral. Et au besoin, refaites la construction de la phrase s'il y a des choses qui vous semblent pas, qui vous semblent compliquées. S'il y a des textes pour l'oral qui vous semblent encore compliqués, s'il vous manque encore des choses, il faut me poser des questions. Je suis là pour répondre, je suis disponible sur Pronote, sur Discord, mais n'attendez pas le dernier moment. Alors, petit schéma pour voir un petit peu ce que ça veut dire hiérarchiser des idées. On peut faire de plusieurs façons. D'abord, il y a l'arborescence, hein. Première, la grande idée, ensuite les sous-idées, et puis ensuite les exemples. Par exemple, l'arborescence peut être verticale, on voit bien la hiérarchie, ou horizontale, hein. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une arborescence. Vous connaissez évidemment la présentation traditionnelle sous forme de plan, grand 1, petit 2, et on peut en mettre encore les grandes parties, les sous-parties. On pourrait, c'est quelque chose que je pense que j'utiliserai en exercice, utiliser aussi les ensembles. C'est-à-dire que finalement, la grande idée, ce serait le plus grand ensemble. D'accord? Et ensuite, les sous-idées viendraient à l'intérieur de ces ensembles. Finalement, ce seraient des sous-ensembles qu'on dégage dans un grand ensemble. Donc ça peut être aussi une façon de hiérarchiser les idées. Alors, pour résumer, il faut déjà identifier quel est le type de texte. On a généralement deux grands types de textes, soit des textes narratifs qui racontent une histoire, un récit, soit des textes argumentatifs qui vont exposer des idées. Voilà, après, on peut avoir des descriptions, mais ça va être rare d'avoir à résumer une description. C'est pas vraiment sur ça qu'on va travailler. Donc, soit on raconte une histoire et il faut résumer cette histoire, soit on développe une idée avec des arguments et il faut résumer cette argumentation, ce raisonnement. Et évidemment, ça ne va pas être tout à fait la même technique dans les deux cas.
Alors sur un texte narratif, j'ai pris des exemples des œuvres au programme qui seront reportées l'année prochaine, donc sur lesquelles vous allez travailler. Je ne pense pas qu'avec Madame Perchonnet, on va changer ces deux textes-là. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, si on reste au premier niveau, le grand ensemble, d'accord, hein, l'aspect le plus général, ça va être ce qu'on appelle l'intrigue. C'est peut-être un mot que vous connaissez, hein, qu'on emploie au théâtre ou dans les romans. L'intrigue, c'est en gros le résumé de l'histoire, l'essentiel de l'histoire. Alors l'intrigue ici, c'est l'histoire d'une princesse qui tombe amoureuse du duc de Nemours, donc la princesse de Clèves qui tombe amoureuse du duc de Nemours, mais qui refusera de céder à une passion adultère, même après la mort de son mari. Voilà, il y a l'essentiel, c'est le plus important, c'est l'intrigue. C'est ça qu'on appelle l'intrigue. D'accord? Donc on va pouvoir résumer une intrigue pour un roman, pour un texte narratif ou pour le théâtre, puisque la plupart des pièces de théâtre, ce sont des histoires également. Après, on a le deuxième niveau qui va nous permettre de faire un résumé un petit peu plus long, un peu plus approfondi. Alors, sur un texte narratif, on peut suivre un schéma narratif, même si ça s'y prête plus ou moins selon la complexité du récit. Il peut y avoir aussi, dans un récit très complexe, plusieurs schémas narratifs, plusieurs cycles, hein. Donc, bon, je prends ce schéma-là en sachant qu'il faut rester souple, que ça s'applique très bien aux contes, aux récits courts, souvent moins bien aux romans un peu complexes. Donc, par exemple, situation initiale, à la cour des Valois, une jeune fille, mademoiselle de Chartres, fait une entrée remarquée en raison de sa grande beauté. Élément perturbateur, elle épouse le prince de Clèves. Et puis après, il va y avoir la rencontre avec le duc de Nemours, les différents moments où il se passe des choses entre eux, la mort de sa mère, etc. Voilà. Donc on va voir les différents épisodes. Et ça, ce serait le deuxième, euh, comment dire, ce serait le deuxième rang, le deuxième niveau de résumé. Là, c'est un résumé très court en une phrase, et là, on va avoir un résumé un petit peu long, plus long en plusieurs phrases. Et si on veut rentrer dans le détail, eh ben, on va avoir des épisodes plus marqués. Donc, comment dire, dans cet incipit assez long du roman, on a tout d'abord une longue description de la cour des Valois, des différents personnages. Et puis ensuite vient l'épisode vraiment marquant, le bal et le portrait de Mademoiselle de Chartres. Bon, on pourrait dire d'ailleurs que c'est peut-être ça l'élément perturbateur. On peut toujours comment dire, discuter hein, là-dessus. Voilà, donc si vous voulez, si je résume au premier niveau, ce sera à la cour des Valois au XVIe siècle, une jeune fille, mademoiselle de Chartres, fait une entrée remarquée en raison de sa grande beauté et du coup elle épouse le prince de Clèves. Mais elle rencontre le duc de Nemours à un bal, ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils vont longtemps résister comment dire, à leur passion. Mais si on résume de façon un petit peu plus détaillée, on va commencer par dire le roman commence par une longue description de la cour des Valois et de ses différents personnages. Puis la narratrice raconte le bal où Mademoiselle de Chartres, l'héroïne, fait son entrée à la cour et elle est très remarquée. Ce passage est l'occasion de faire un portrait de Mademoiselle de Chartres, de sa beauté, mais aussi de son éducation. Donc vous voyez que c'est déjà plus long, hein. Et donc il y a plusieurs niveaux. On va pouvoir faire des résumés plus ou moins longs selon le niveau où on se situe. Si vous voulez en savoir plus sur cette œuvre qui sera au programme du bac de l'année prochaine, vous pouvez aller voir les résumés sur ce site, Mediaclass, qui est un site très bien fait. Toutes les vidéos ne sont pas en accès libre, ne sont pas gratuites, mais franchement, l'abonnement pour l'année doit être de 24 euros et c'est très très peu cher pour des cours qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, donc si on résume, texte narratif, l'idée principale c'est l'intrigue, ensuite le schéma narratif et ensuite les épisodes
plus précis, et donc on va de l'essentiel, le plus important, au plus accessoire, au moins important, au détail, hein. Pour la littérature d'idées, c'est un petit peu différent. Je vous prends comme exemple Montaigne, le chapitre des cannibales, des essais, chapitre 30 du livre 1 des essais de Montaigne, donc qui est au programme. Je ne sais plus s'il sera encore au programme l'année prochaine, parce que bon, avec toute cette période d'incertitude, on n'est plus très au courant des changements, hein, au niveau des programmes, mais bon, vous le saurez très vite. Donc, si je pars du premier niveau, l'essentiel, le plus important, dans un texte d'idées, c'est la thèse, le message, la visée. Quelle est la thèse de l'auteur? Quel est le message qu'il veut faire passer? La visée, c'est le but. Pourquoi écrit-il cela? Donc ça, c'est le plus important. Et si je le résume en une phrase pour ce chapitre-là, Montaigne veut montrer que ce ne sont pas forcément les peuples sauvages, hein, les peuples du Nouveau Monde, hein, notamment du Brésil, qui sont cannibales, qui sont les plus barbares. Ça, c'est la thèse. Donc vous voyez que c'est résumé en une phrase, c'est assez court, hein. Et ensuite, on passe aux grandes étapes du raisonnement. Un raisonnement, peut prendre plusieurs formes, on reverra ça l'année prochaine. L'essentiel, c'est d'arriver justement à distinguer ces étapes pour bien voir le lien entre les différentes étapes. Alors, le problème avec Montaigne, qui peut poser difficulté pour résumer, c'est qu'il fait de nombreuses digressions. Des digressions, ça veut dire que il va partir, il commence par une idée qui est dans son propos, et puis tout d'un coup, il va partir sur autre chose qui semble un petit peu éloignée, même si évidemment que ça a un rapport. Mais alors, le rapport est parfois difficile à établir avec le sujet principal. Donc, pour moi, la première étape, ce serait une longue introduction de plusieurs pages qui semble être justement une digression, mais qui en réalité introduit les deux thèmes du chapitre, à savoir la barbarie et le nouveau monde. Et donc, dans ce qui pourrait être une sorte de très longue introduction, on a des problématiques. Quand vous faites un texte argumentatif comme une dissertation, dans l'introduction, vous posez une ou plusieurs problématiques. Et donc, ces problématiques qui sont introduites dans cette première étape, c'est qu'est-ce que la barbarie? Et aussi, qu'est-ce que le nouveau monde? On est à une période où on a découvert avec Christophe Colomb l'Amérique. Et dans cette période un peu d'incertitude qui est la fin du XVIe siècle, avec les guerres de religion, avec Copernic qui bouleverse la vision du monde, puisque on ne pense plus que la Terre au centre du monde, mais c'est le Soleil qui devient au centre. Donc il y a plein de choses qui sont nouvelles, et puis ces peuples qu'on découvre alors qu'on ne les connaissait pas. Et Montaigne, justement, montre que nous sommes dans un monde changeant, que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, et il y a une forme d'instabilité très baroque, hein. Ça, c'est vraiment un thème du baroque dans les essais de Montaigne. Donc, ça, c'est donc le troisième niveau. Et en dernier, on va avoir les exemples. Donc ici, bon, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas lu le texte, mais il commence par parler du roi Pyrrhus, qui est un roi grec et qui rencontre les Romains, et qu'il ne les trouve pas du tout barbares. Il faudra un S à barbare. Parce que les Grecs traitaient de barbares tous ceux qui ne parlaient pas comme eux. Et donc on commence par cet exemple qui introduit, hein, quand vous faites une dissertation, on vous demande aussi de trouver une amorce, de trouver une phrase qui va permettre d'introduire votre sujet. Et donc là, on a un exemple historique, comme aime bien, tiré de l'Antiquité, comme aime beaucoup en utiliser Montaigne. Et puis, sur le Nouveau Monde, eh bien, il va passer en revue un certain nombre de civilisations disparues, par exemple l'Atlantide, en se demandant, tiens, est-ce que ça pourrait être cette civilisation qui a été redécouverte par Christophe Colomb? Donc, en fait, on a l'impression que c'est une digression, mais non, il y a tout un développement qui est là pour nous montrer qu'on ne connaît pas tout du monde, qu'il y a encore beaucoup de mystères, et donc faire un rapprochement, arriver peu à peu à ces nouveaux peuples.
Et donc on passe à la deuxième étape. Si l'on étudie en détail les mœurs de ces civilisations, notamment les mœurs des Brésiliens, puisqu'il a un témoin qui a rencontré ces peuples, on se rend compte qu'ils ne sont pas plus barbares que les Européens. Donc ça, c'est son idée dans un deuxième temps. Et donc, pour cela, on va avoir deux arguments. Vous voyez, on passe à l'étage en dessous. Ces peuples sont sauvages parce qu'ils sont plus proches de la nature et la nature est supérieure à la culture. Donc, on remet en cause la hiérarchie habituelle. Et argument 2, les massacres perpétrés par les Européens lors des guerres de religion sont une plus grande barbarie que le cannibalisme. Et voilà, pour accompagner tout cela, on va avoir une longue description des mœurs de ces populations qui va montrer que Montaigne, finalement, trouve qu'ils ne sont pas plus barbares et que leur civilisation est tout à fait valable. Et dernière étape, donc là on est au deuxième niveau, c'est une chute, c'est assez court, avec un récit. Le récit de la rencontre de Montaigne à Rouen de trois Brésiliens qui vont s'étonner un petit peu de ce qu'ils voient, hein, et il va y avoir un retournement de situation. Ce ne sont plus les Européens qui s'étonnent des mœurs bizarres des barbares, mais c'est barbares qui s'étonnent des mœurs bizarres des Européens. Donc changement de point de vue. Donc vous voyez que si on résume à un premier niveau la thèse, Montaigne veut montrer que ce ne sont pas forcément les peuples sauvages qui sont les plus barbares. Si on passe au deuxième niveau, le résumé va donner à peu près cela. Montaigne commence par une longue introduction qui semble être une digression, mais qui en réalité introduit les deux thèmes du chapitre, la barbarie et le nouveau monde. Deuxième étape, si l'on étudie en détail les mœurs de ces civilisations, on se rend compte qu'ils ne sont pas plus barbares que les Européens. Et à la fin, euh, par le récit d'une rencontre avec les trois Brésiliens, Montaigne montre que ceux-ci peuvent tout aussi bien s'étonner de nos propres mœurs, autant que nous pouvons nous étonner de leurs mœurs. Donc vous voyez que c'est déjà plus détaillé. Mais si on passe au troisième niveau, eh bien, donc ça va ajouter tout cela à ce niveau-là. Vous voyez, ça va être déjà beaucoup plus long, hein. J'espère que ça vous montre un petit peu comment dire, ce que c'est que la hiérarchisation des idées. Selon ce qu'on vous demande, un résumé d'une phrase, un résumé d'un paragraphe ou un résumé d'une page, eh bien, il faudra soit mettre juste cela, soit ajouter cette étape-là, soit, vous voyez, les étapes suivantes. Alors, pour terminer, je vous propose de corriger la reformulation et le résumé finalement que je vous avais demandé de faire lundi sur l'interview de Serge Tisseron à propos des journaux intimes. Je remercie ceux qui ont fait le travail parce que du coup ça m'a permis, vous voyez, de vous faire la retranscription. Je la lis. Le blogueur a un désir d'intimité au sens où il cherche très souvent à créer un espace intime, mais très vite cet espace lui échappe. Il n'est plus intime, il devient public. En revanche, c'est une bonne occasion de créer un espace d'échange qui peut permettre de nous découvrir nous-mêmes, mais pas dans la logique traditionnelle du journal intime, où on est seul face à son papier et où c'est finalement le miroir du papier qui nous renvoie quelque chose à nous-mêmes, sans intermédiaire. Le miroir de l'écran pour le blogueur sur Internet lui renvoie quelque chose de lui, mais c'est toujours par l'intermédiaire des réponses, des réactions qu'il va avoir. Et on peut dire que c'est beaucoup moins une relation de soi à soi et beaucoup plus une relation de soi à quelques autres qu'on désire être des intimes. Donc question posée, il y a un mot qui revient au sujet des blogs que vous avez popularisé, c'est celui d'extimité. J'ai proposé le mot d'extimité en 2001. Alors ce mot, je ne l'ai pas inventé, je l'ai repris de Lacan. Lacan, c'est un psychanalyste qui a repris le travail de Freud, qu'il a utilisé dans un sens différent. Lacan parlait d'extimité pour dire que rien n'était vraiment intime, rien n'était vraiment public. Tout dépendait du regard qu'on portait en fait sur le comportement de quelqu'un à un moment donné. Alors Lacan a dit l'intimité et le public, c'est pareil, on ne peut pas fixer de limite, tout est une question de regard, tout est une question de moment.
Moi, j'ai pris le mot dans un sens différent. Et j'ai dit, l'extimité, c'est d'abord un désir. Ce n'est pas la définition d'un rapport particulier de l'intime au public. C'est d'abord un désir. Le désir de trouver une confirmation dans le regard de l'autre ou dans les réponses de l'autre à ce que je lui propose. C'est-à-dire, sur Internet, chacun met des parties de soi en essayant d'en avoir une confirmation. Et je crois que fondamentalement, la logique du net, c'est beaucoup plus une attente de confirmation sur soi. Alors, ça n'est pas facile forcément de résumer une interview parce qu'on est à l'oral et que la pensée à l'oral est un peu s'organise différemment quand même de la pensée à l'écrit. Du coup, il n'y a pas forcément un raisonnement aussi structuré que dans un texte de littérature d'idées, même si chez Montaigne, on a aussi cette façon de faire hein, presque très orale avec la digression. Voilà, donc je vais essayer de faire un résumé, mais ça n'est pas forcément le type de texte que vous aurez à contracter, par exemple, pour le bac, où ce sera sûrement un texte beaucoup plus structuré, donc plus facile à résumer. C'est un texte de littérature, enfin d'idées, hein, de argumentatif. Donc, il va falloir utiliser la stratégie du texte argumentatif. Vous regardez la diapo sur la littérature d'idées et Montaigne. Et donc se poser la question, quelle est la thèse, quel est le message de l'auteur? Qu'a voulu dire Serge Tisseron, qui est psychanalyste? J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un psychanalyste, hein. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui s'intéresse au fonctionnement de la psyché, c'est-à-dire de l'inconscient, du psychisme, hein, de ce qui se passe à l'intérieur, dans la lignée de Freud, et donc avec l'idée que on a un inconscient et que c'est l'exploration de cet inconscient qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi et comment on agit dans la vie de tous les jours. Donc il y a souvent une grande exploration de ce qui s'est passé dans l'enfance, avec la mère, etc. Voilà, c'est une approche de, comment dire, de l'aide psychologique. Ça n'est pas la seule qui existe. Donc, la thèse de ce psychanalyste, c'est écrire sur Internet, tenir un blog est différent de tenir un journal intime. C'est une écriture extime et non intime. Voilà. Moi, c'est comme ça que je résumerai la thèse. On le comprend mieux en plus quand on a entendu le reste de l'émission, j'espère que vous l'avez écouté, qui se pose la question très souvent de est-ce que tenir un blog, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut parler de journal intime pour des blogs sur Internet, donc des choses qui sont publiées? Et donc, vous voyez que là, même s'il ne nie pas qu'il y a des ressemblances, il souligne surtout la différence. C'est différent, c'est une écriture extime et c'est ce qu'il va falloir développer. Voilà, donc le deuxième niveau, ce sont les arguments, c'est un petit peu qui permettent de justifier la thèse. J'ai eu du mal à trouver vraiment un déroulement, si vous voulez, de raisonnement parce que euh, c'est quelque chose qui est à l'oral. Vraiment, on ne raisonne pas de la même manière à l'oral qu'à l'écrit. C'est pourquoi certains d'entre vous vont beaucoup mieux se débrouiller à l'oral qu'à l'écrit et d'autres, c'est l'inverse. Parce que finalement, les idées ne s'organisent pas tout à fait de la même manière, surtout quand on est dans un oral libre, hein, où on ne l'a pas préparé avec un grand 1, grand 2, etc. Donc quand on est dans cet échange assez libre, souvent la pensée est organisée de façon un petit peu différente de la pensée écrite. Donc je vous donne quand même, pour corriger finalement ce que vous aviez à faire lundi, tous les arguments qui permettent de comprendre pourquoi Serge Tisseron défend l'idée que le blog est quelque chose finalement de différent du journal intime. Alors, il commence par dire que l'intimité tient au contenu qui concerne des éléments personnels du scripteur, c'est-à-dire celui qui écrit, dans les deux cas, journal intime et blog. Donc, ce qui peut les rapprocher, c'est que le contenu est personnel. C'est pour ça qu'on va parler d'intimité. Le but peut même être le même à l'origine, c'est-à-dire se découvrir soi-même par un effet de miroir. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose qui nous renvoie une image de nous-mêmes. Le miroir, il renvoie une image de lui-même. Cette image de miroir, elle est importante. Et donc, on cherche un miroir. Mais le miroir n'est pas le même dans le journal intime qu'on garde pour soi, qui est juste une trace écrite, et puis
dans le blog qui va susciter cette fois, en plus de la trace écrite, une réaction d'autrui. Donc, dans le journal intime, le miroir, c'est ce qui est écrit sur le papier, donc juste mon écriture que je peux relire et qui va me permettre de comprendre des choses. Des fois, quand on écrit, c'est ce qu'on appelle la fonction heuristique de l'écriture, on comprend des choses. On est amené à se rendre compte de peut-être à entendre aussi des choses qu'on n'avait pas entendues, qui étaient dans notre tête, et puis finalement on se les dit, et ah oui, tiens, il y a des effets de compréhension. Et dans le blog, le miroir vient essentiellement, même s'il y a aussi l'écriture, des réponses des autres. Et ce que dit Serge Tisseron, c'est que généralement ces réponses, on attend qu'elles soient une confirmation de ce qu'on est ou de ce qu'on pense être. Donc finalement, on va créer une communauté. S'il y a intimité, ça va être la création d'un petit cercle d'intimes qui va nous confirmer dans ce qu'on est, nous dire tu as raison d'être comme tu es, et oui, c'est vrai que tu es comme ça, hein. Mais il peut y avoir aussi des gens qui vous diront non, mais tu mets ça, mais en fait, tu dis n'importe quoi, tu vois bien que tu ne te comportes pas de cette façon-là en temps habituel. Enfin, vous voyez, euh, mais dans le blog, si ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas, finalement, elles vont pas forcément vous contredire puisque elles ne vous connaissent pas. Donc, la motivation sur le blog est toujours un petit peu à interroger. Pourquoi on a besoin d'écrire sur un blog? Je le dis sans jugement, hein, je pense que, il peut y avoir un effet très, très positif à écrire sur un blog si on est bien conscient qu'on n'est pas dans un espace intime, mais que ce qui est écrit pourrait être lu par tous. Donc il peut y avoir quelque chose qui aide, hein, quand on se cherche, quand on cherche une communauté, quand on cherche à s'affranchir, par exemple, d'une pensée familiale. Le fait de trouver une autre communauté qui va nous aider à comment dire, à assumer des parties de nous-mêmes qui n'étaient peut-être pas acceptées dans notre famille, ça peut être quelque chose de très positif. Après, c'est toujours à prendre avec des pincettes, attention à ce qu'on dit, attention, on est dans un espace public et pas dans un espace intime. Et c'est vrai que c'est pas forcément la même chose que la pratique du journal intime. Et finalement, on pourrait tiens, faire un petit lien avec la psychanalyse ou la psychologie. Quand on va voir un psychologue, c'est aussi une façon d'avoir un miroir, hein, et qui nous permet aussi de réfléchir sur nous-mêmes. On a besoin finalement de ce miroir qui peut être juste le journal intime des autres, un psychologue, mais ça n'est qu'un miroir. Je vous laisse sur ces réflexions et je vous propose un petit exercice très court avec un texte et je vous propose trois phases de résumé. Vous me mettez, est-ce que c'est la grande idée, hein, voilà, ou bien on est dans au deuxième étage, celui soit du schéma narratif pour un texte narratif, soit des arguments pour un texte argumentatif, ou est-ce qu'on est encore un étage en dessous? Bon travail, bon week-end du 1er mai et essayez de rester motivé parce que l'année n'est pas terminée et nous ne savons pas quand nous rentrons.